Et pour parler de cette troisième et dernière journée du G7, nous recevons sur ce plateau François Coq, auteur élu de Champigny-sur-Marne, et Claude Blanchemaison, expert en relations internationales. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous sur RT France. Alors, je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'événement d'hier, et l'événement de ce G7, on peut le qualifier comme ça, la venue de Mohammad Javad Zarif. Était-ce une venue symbolique ou peut-on vraiment s'attendre à des avancées réelles sur le dossier iranien ? Écoutez, au stade où nous en sommes aujourd'hui, il ne semble pas que les choses aient avancé et il n'y a pas une situation nouvelle qui a été créée entre hier et aujourd'hui. Bon, ceci étant, il faut entendre que le temps d'un G7 et le temps de la diplomatie est un temps plus long, qui ne s'adapte pas et dont les conséquences ne peuvent pas se retrouver immédiatement. Pour autant, il semblerait quand même que cette tentative du président Macron soit une tentative avec des garanties communicationnelles, mais sans garantie politique derrière. Le président Macron n'avait rien à perdre à essayer de faire venir le représentant iranien, mais il semble qu'il n'en soit rien sorti aujourd'hui et qu'on n'ait pas plus avancé aujourd'hui qu'hier. Donc d'une certaine façon, c'est l'habitude du président Macron de faire essentiellement de la communication, de grands moulinets de bras. Si par le plus grand des hasards, il pouvait s'avérer que quelque chose en sort, eh bien, il en tirerait le bénéfice. S'il n'en sort rien, il n'aura rien perdu. C'est une tentative, mais qui est essentiellement une tentative communicationnelle à mon sens. Pour vous, Claude Blanchemaison, est-ce qu'on peut parler de symbole ? Moi, je crois d'abord que sur le plan de la méthode, ce G7 a marqué beaucoup d'innovations. La première, c'est en effet la chorégraphie qui a été organisée autour de ce G7, que ce soit la venue du président Poutine il y a exactement une semaine à Brégançon, avant ce G7, que ce soit la venue du ministre des Affaires étrangères iranien vendredi dernier, et que ce soit finalement sa deuxième venue, cette fois-ci à Biarritz, avec l'accord du président américain, ce qui est tout à fait extraordinaire, et bien sûr avec l'accord de son président Rouhani. Donc sur le plan de la méthode, c'est une diplomatie proactive, un nouveau style. Ce ne sont pas des gens enfermés dans une salle qui discutent de sujets abstraits, c'est concret et on cherche à progresser. Alors est-ce qu'il y a eu des progrès concrets ? On ne le sait pas trop parce qu'on ne sait pas quel a été le contenu de la conversation entre le ministre des Affaires étrangères iranien et monsieur Le Drian, qu'on ne sait pas quel message il rapporte à Téhéran, mais je crois avoir entendu ce matin le président américain redire qu'il voulait négocier avec les Iraniens. Il y a une unité en tout cas du G7 sur le dossier iranien. Angela Merkel, elle, parle de discussions constructives, elle aussi. Tout à fait. Donc il y a un état d'esprit qui s'est créé pour négocier, et en tout cas pour écarter la guerre, pour écarter le conflit. Et je crois qu'on va voir dans les jours qui viennent comment on peut progresser. Les Iraniens ne veulent pas négocier sous les sanctions qui ont été édictées par les Américains, mais on voit bien qu'actuellement, la négociation se concentre sur un point très précis, c'est est-ce que les Iraniens accepteraient de rentrer dans l'observation stricte de l'accord de 2015, puisqu'ils en sont un tout petit peu sortis, est-ce qu'ils accepteraient de rentrer dans cette observation s'ils avaient en échange les mêmes exceptions que celles qu'ils ont eues jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à il y a quelques mois, c'est-à-dire pouvoir vendre du pétrole à la Chine, à l'Inde et au Japon. Alors c'est ça l'équation. Alors cette visite éclair de Javad Zarif s'est accompagnée tout de même d'un imbroglio, puisque selon des sources diplomatiques, les dirigeants du G7 auraient mandaté Emmanuel Macron pour discuter avec l'Iran. Démenti cinglant de Donald Trump. Qu'est-ce que révèle cette séquence finalement ? Mais justement, c'est toutes les limites de cette façon de fonctionner et de la manière qu'a le président Macron à essayer de tirer un petit peu la couverture à lui. On l'a entendu dans sa conférence de presse expliciter le fait qu'il aurait mandat de la part de ses homologues pour discuter avec les Iraniens. Et on a vu dès le soir même à la fois les Allemands, les Américains venir dire que non, au contraire, cette rencontre, et Mme Merkel le disait encore à votre antenne il y a quelques minutes, que cette rencontre est une rencontre qui était en marge du sommet du G7. Donc il n'y a pas un engagement commun. Le président Macron a créé les conditions pour que potentiellement les gens discutent. De fait, la seule discussion qu'il y a eu, la seule discussion réelle qu'il y a eu à l'occasion de ce G7 sur ce sujet-là, c'est entre la France
et l'Iran. Après, pour le reste, il n'y a pas eu de discussion entre les diplomates américains et les diplomates iraniens. Il y a simplement eu une réunion, si j'ai bien compris, de débriefing avec les Britanniques et les Allemands. Donc il ne faut pas survaloriser le résultat de cette initiative. Il y a quand même beaucoup d'esbrouf là-dedans. Et je ne doute pas, moi, que par contre, les chemins diplomatiques continuent à se déployer par ailleurs sans qu'on soit devant les lumières du G7 et de Biarritz. Alors, dernière question rapidement, après on se retrouvera un peu plus tard pour commenter ce G7 évidemment. Dernière journée du sommet, je le disais, et sujet crucial, l'Amazonie. On sait qu'il y a une forte mobilisation internationale à ce sujet. Est-ce que c'est une situation test concernant l'action du G7 pour l'environnement ? Alors je crois que oui, je crois que on voit bien que dans le monde il y a une grande émotion sur ces feux. Bien sûr, c'est pas le seul endroit au monde où il y a des feux de forêt, mais il se trouve que c'est un petit peu le poumon d'oxygène de la planète et que après des échanges un peu acides avec M. Bolsonaro en soit revenu d'ailleurs à de meilleurs sentiments et que une coopération se dessine entre les pays du G7 et le Brésil pour que les pays du G7 puissent aider les pays qui partagent la forêt amazonienne, il n'y a pas que le Brésil, en tout il y a 9 pays, dont d'ailleurs la France, puisque la Guyane est en Amazonie, et qu'il y a une coopération qui se développe sur ce thème. On le rappelle, 20 millions de dollars vont être débloqués pour envoyer des Canadair sur la forêt amazonienne. On se retrouve tout à l'heure pour commenter ce G7, François Coq et Claude Blanchemaison. Pour parler de cette troisième et dernière journée du G7, en attendant cette conférence de presse commune entre Emmanuel Macron et Donald Trump, je suis avec nos deux invités, Claude Blanchemaison, expert en relations internationales, François Coq, élu de Champigny-sur-Marne. Alors, on l'a entendu avec notre reporter sur place, un G7 qui veut jouer l'apaisement, en tout cas, avec Donald Trump d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre, sur le dossier iranien, mais aussi dans un contexte particulier de guerre commerciale avec la Chine. C'est vraiment ce que veut apporter Emmanuel Macron, ce rôle de médiateur international. Oui, je crois que ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il a réussi à ce que Donald Trump arrive avant le démarrage du sommet, qu'il a réussi à l'inviter en tête-à-tête le premier jour, le premier après-midi, et qu'il a réussi apparemment à monter une conférence de presse conjointe que nous allons voir dans quelques instants à Biarritz. Tout le monde sait que Donald Trump a horreur des rencontres multilatérales. Lui, ce qu'il aime, c'est le tête-à-tête, le bilatéral, où on peut discuter, éventuellement manipuler. Et là, il a fait preuve de beaucoup de patience. Il a assisté à presque toutes les réunions. Alors peut-être ce matin, il a été absent un petit moment, mais il a assisté à tout, il n'a pas montré d'impatience. Pour quelle raison ? Eh bien, je crois d'abord qu'il y a une raison de politique intérieure américaine, c'est qu'il veut démontrer sa capacité à assister à de telles réunions, sa capacité à représenter dignement les intérêts américains dans des réunions de ce type, capacité que lui contestent certains de ses opposants. Donc c'est pour lui très important et il a fait la démonstration en 3 jours totale. Puis par ailleurs, effectivement, sur le fond, il a des intérêts à défendre et à la fois sur l'Iran, où en effet il veut trouver une sortie par le haut du conflit avec l'Iran, sur la Chine, où il veut là aussi finir par trouver une sortie par le haut, mais d'abord en mettant la Chine sous la pression maximale, et puis ceci annonce naturellement des pressions sur l'Union européenne. On voit qu'on est proche d'une solution sur les GAFA, et on verra quelle est l'issue, mais l'issue sera probablement une taxe universelle sur toutes les sociétés qui, dans le fond, se débrouillent pour ne pas payer d'impôts sur les bénéfices. Et l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, avait un projet qu'elle discute depuis 2 ans. Les spécialistes américains participent à ce projet. C'est probablement autour de ce projet que l'on va finir par trouver un accord. Alors justement, cet accord sur la taxe GAFA, est-ce qu'il y avait une crainte de la part du gouvernement français ou d'Emmanuel Macron de cette taxation, cette menace de taxation sur les vins français de Donald Trump ? Je crois que les mineurs étaient à l'œuvre, les démineurs étaient à l'œuvre, pardon, puisque le ministre des Finances français rencontrait parallèlement son homologue américain et que le secrétaire au Trésor avait également rencontré les spécialistes français avant pour voir comment on pouvait avancer concrètement sur une taxation universelle des entreprises qui échappent à l'impôt, de façon à éviter que la France taxe les GAFA, la France et d'ailleurs une dizaine d'autres pays dans le monde, taxe les GAFA, ce qui, en effet, pour le président américain, n'est pas acceptable parce que la plupart sont des entreprises qui ont leur siège aux États-Unis.
François Coq, votre avis sur la question de cette taxation GAFA et sur la taxation et cette menace en tout cas des États-Unis de taxer le vin français? Sur ce sujet comme sur d'autres, il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. En réalité, on assiste à un incroyable recul de la part du président Macron sur cette question des GAFA. Quelle est la situation aujourd'hui? Il y a une taxation à 3% sur le chiffre d'affaires réalisé par les GAFA en France. Il n'y a pas de règles internationales sur le sujet. Et quelle est la base de l'accord que nous propose aujourd'hui M. Macron, a priori avec l'accord de M. Trump devant lequel il s'est couché? Ça serait que la France rembourse la différence de l'accord futur à venir qui serait établi dans le cadre de l'OCDE, dont on peut légitimement penser que si les États-Unis l'acceptent en l'état, c'est qu'il sera bien plus favorable aux GAFA que ce qu'est aujourd'hui la taxation française. Et donc la France va rembourser cette différence aux GAFA. Finalement, les GAFA font un prêt à la France, mais un prêt à somme nulle, et le résultat sera bien moindre que ce qui a été proposé par la législation française. C'est donc un recul du président français devant le président américain. Et finalement, la situation de médiateur, je suis assez d'accord avec vous quand vous évoquez ce terme pour le rôle du président Macron, mais c'est aussi la limite de son rôle dans le cadre de ce G7. En étant simplement un médiateur, M. Macron s'interdit d'être à l'impulsion d'un certain nombre de politiques, et finalement, c'est la politique du laisser-faire et du laisser-aller qu'il met en place. Autre déclaration, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont annoncé un soutien plus important aux pays du G5 Sahel. Ils ont évoqué l'importance de mieux armer et mieux former les militaires et policiers de la région. On a l'impression d'avoir déjà entendu cette annonce. Est-ce que ça vous paraît concret cette fois-ci ? Non, en l'état, si on s'en tient à ces simples déclarations-là, on ne voit pas réellement ce que ça va apporter sur le terrain, qui est derrière un besoin en formation, que nous puissions épauler en la matière sans doute. Et on peut d'autant plus le faire que j'ai noté que depuis quelques mois, M. Macron, aidé par M. Castaner, est réellement devenu un expert du maintien de l'ordre, et qu'ils font ça à temps plein, à temps complet, si l'on en juge par l'incapacité qu'ont eu les forces du contre-sommet du G7 à pouvoir s'exprimer, à pouvoir faire passer leur message ces derniers jours. Je crois que sur le Sahel, il faut quand même remarquer que depuis des années, c'est la France qui supporte l'effort principal, à la fois l'effort militaire, mais aussi l'effort de formation. Alors bien sûr, la plupart de ces pays sont d'anciens pays francophones. Cet effort, il est en partie épaulé par certains pays de l'Union européenne, par l'Union européenne elle-même. Là, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il sera épaulé par le G7. Par le G7, y compris les États-Unis d'Amérique. Donc c'est très important, je crois, que tous ces pays se montrent solidaires de ce que fait la France depuis déjà pas mal d'années dans les pays du Sahel, avec beaucoup de difficultés, parce que politiquement c'est en effet très très difficile. Et c'est un signe fort aussi de la part d'Emmanuel Macron d'inviter autour de la table des négociations les chefs d'État africains. Alors ils sont en effet rentrés sur la scène, dans le scénario hier à l'heure du déjeuner, et je crois que là aussi le scénario avait été assez bien monté. Le G7 seul pendant la matinée d'hier et puis le dîner de la veille, et puis au déjeuner sont entrés 5 chefs d'État et de gouvernement africains avec lesquels la discussion s'est poursuivie pendant toute l'après-midi. Alors bien sûr les médias en ont peu parlé parce que c'était le moment où atterrissait l'avion du ministre des Affaires étrangères iranien, qui a évidemment effacé tout le reste, mais cette discussion elle a eu lieu. Elle a eu lieu en présence des chefs d'État et de gouvernement du G7, avec des représentants tout à fait légitimes des pays africains. Et je crois que c'est une première qui est très importante aussi. Alors, on l'a entendu avec notre reporter, l'Amazonie, c'est l'autre grand sujet de ce G7 qui va débloquer une aide d'urgence de 20 millions d'euros pour lutter contre ces incendies. Mais un signe fort, en tout cas, on parle de tentative d'apaisement entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Donald Trump n'a pas participé à la session sur le climat ce matin. Est-ce que c'était une sorte de provocation de la part du président américain en réponse justement à la venue du ministre iranien hier ? Là encore, ne nous laissons pas prendre à ce jeu de la communication qui survalorise toutes ces rencontres, toutes ces déclarations, quand dans les faits, rien n'avance. Très concrètement, le président Trump n'était pas ce matin à la réunion qui traitait du changement climatique, qui traitait d'écologie. L'annonce qui a été faite, les 20 millions d'euros, autrement dit une paille pour celles et ceux qui représentent 40% du PIB mondial. C'est simplement 20 millions d'euros qui sont mis sur la table pour répondre quand même à un impératif écologique extrêmement fort. La forêt amazonienne, c'est quand même 14% de la captation du CO2 à l'échelle de la planète. Et sur ce sujet-là, comme sur d'autres, on voit que les déclarations du président Macron sont en contradiction avec les actes. Je vous donne un exemple. Je suis élu local à Champigny-sur-Marne, banlieue populaire de la région parisienne. Et je m'occupe de géothermie. Nous avons le projet, avec l'établissement public campinois de géothermie que je préside, de mettre en place un deuxième réseau de chaleur issu de la géothermie.
par le biais de ce réseau de chaleur, nous économiserions le rejet dans l'atmosphère de 13 000 tonnes de CO2 par an. Et quand je demande à l'État, quand je demande au gouvernement de venir appuyer cette initiative avec des retombées fortes d'un point de vue social et écologique, nous n'avons aucune réponse. Par contre, pour aller faire des grandes déclarations à Biarritz et finalement des déclarations qui n'engagent que très peu le président Macron, y compris d'un point de vue financier, eh bien là, il y a beaucoup de monde. Donc derrière les symboles et tout ce qui nous est donné à voir devant les écrans, on constate que sur le fond, bien peu de choses avancent. Claude Blanchemaison, pour vous, cette absence de Donald Trump ce matin à la session sur le climat, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, c'est dommage qu'il soit pas là pendant qu'on parle du climat et des problèmes écologiques. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour lui, 3 jours, c'est un peu long à écouter les discours des uns et des autres. Lui, ce qu'il aime, c'est les rapports directs. Alors, il est probable que pendant ce temps-là, en effet, il a eu des rencontres bilatérales. Et durant ces rencontres bilatérales, justement, est-ce que vous pensez qu'il a évoqué l'environnement avec Emmanuel Macron? Il se passe des choses pendant les rencontres bilatérales. Ce qu'on a vu, en tout cas, hier, c'est qu'il y avait eu hier, en fin de journée, une rencontre bilatérale avec M. Abe, le Premier ministre japonais, et que M. Trump a dit nous allons conclure, nous sommes sur le point de conclure un accord commercial important avec le Japon. Alors M. Abe a un peu modéré en disant oui, il y a encore des points quand même qui font difficulté, mais dans le fond, effectivement, il est probable que dans les prochaines semaines, les États-Unis et le Japon concluront un accord commercial. Ceci à mettre naturellement en parallèle avec la promesse de M. Trump faite à M. Boris Johnson de conclure, dès que la Grande-Bretagne sera sortie de l'Union européenne, un accord commercial avec la Grande-Bretagne. Naturellement aux conditions américaines. Ça veut dire que les Japonais comme les Anglais mangeront du poulet à l'eau de Javel. Mais il y avait justement aussi une rencontre très attendue entre Boris Johnson et Donald Trump sur cette question du Brexit. Les États-Unis veulent avoir aussi leur avis et donner leur point de vue, en tout cas en immisçant une sorte d'ultimatum pour Boris Johnson, en demandant de faire une sortie de Brexit dur. Qu'est-ce qu'on peut y voir là-dedans? Je pense que Boris Johnson a déjà suffisamment de difficultés avec le Parlement de Westminster pour arriver à ses fins le 31 octobre pour ne tenir qu'un compte très modéré des conseils du président américain. Simplement, pour lui, c'est utile que le président américain se montre disponible pour conclure un accord commercial après avec la Grande-Bretagne. Donc, bien entendu, ça fait une carte de plus dans son jeu. Mais l'imbroglio est tel sur le plan politique, sur le plan de la politique intérieure britannique, que personne ne sait comment il va s'en sortir le 31 octobre prochain. Le comportement de Donald Trump, en règle générale, lors de ce G7, c'est aussi une manière de voir que les États-Unis veulent absolument s'immiscer dans tous les problèmes du monde et représenter cette image de première puissance mondiale, alors que ce n'est plus la première puissance mondiale, puisqu'on parle de la Chine maintenant en tant que de première puissance mondiale. C'était important de s'imposer de cette manière pour Donald Trump. Il a surtout dit qu'il n'acceptait pas que d'autres parlent au nom des États-Unis quand il s'agissait de problèmes d'Américains. C'est-à-dire les États-Unis sont leurs propres porte-parole. Ils n'acceptent pas que quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'en effet, il n'était pas concevable que le président français ait un mandat des Américains ou des 6 autres membres du G7. Mais en revanche, il se prête à la discussion multilatérale. On l'a bien vu depuis 3 jours. Il s'y prête, il évolue, il fait des concessions, il entre dans le jeu. Et par conséquent, je crois que, bien sûr, chaque pays doit tenir compte de la position des autres et dans le fond, a une attitude sur ce qui se passe chez les autres. Ça, c'est l'interaction internationale normale, et notamment dans le cadre multilatéral. François Coq, on voit qu'avec ce G7, Emmanuel Macron tente de peser sur l'échiquier international. Est-ce qu'on peut y voir aussi une manière quelque part d'oublier les problèmes à l'intérieur du pays, avec notamment une rentrée chargée, la réforme des retraites, les crises des urgences, la crise des agriculteurs et j'en passe? Oui, sans doute, mais ce qu'on constate quand même avec ce G7, c'est qu'il y a plusieurs philosophies de la géopolitique qui s'affrontent depuis maintenant quelques années. On nous dit M. Macron serait le tenant d'un multilatéralisme, M. Trump serait le tenant du bilatéralisme. Et finalement, peut-être que M. Trump, à l'occasion de ce G7, glisserait par moment vers un multilatéralisme. Mais que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit le bilatéralisme ou le multilatéralisme, tout ça ne fait pas le cadre structurant commun qui est celui de l'Organisation des Nations Unies, qui a en place un ordre international. On est aujourd'hui dans des formes de relations uniquement de gré à gré entre les États, dans lesquelles tant M. Trump que M. Macron, parce qu'ils sont les partisans du laisser-faire, du laisser-aller d'un point de vue économique, se meuvent très tranquillement et donc d'une certaine façon
se retrouvent. Il me semble que c'est ça aussi qui ressort de ce G7. Et je le dis d'autant plus facilement que les grandes questions qui devraient être à l'ordre du jour de ce G7 ne sont pas abordées. C'est les Américains eux-mêmes qui disent finalement que le président Macron, en définissant l'agenda, a défini un agenda de niche. Autrement dit, on va sur certaines questions ponctuelles. Mais on ne va pas sur les grandes questions structurantes de la période. Tout le monde sait, et tous les économistes s'accordent pour le dire, que nous allons vers une immense crise économique qui sera sans doute propagée depuis les États-Unis, qui traversera l'Atlantique et qui touchera toute l'économie mondiale. Sans doute à court terme, nous en sommes à plus de 10 années de croissance aux États-Unis de manière ininterrompue, et celle-ci devrait logiquement cesser assez rapidement. Ce sujet n'est pas à l'ordre du jour de ce G7. De même que la question démocratique n'est pas à l'ordre du jour de ce G7. Regardez qui sont les chefs d'État qui sont présents et leur situation de fragilité au sein de leur propre pays. Je pense à M. Trudeau, à M. Comté, à M. Johnson, à Mme Merkel, notamment sans parler de M. Trump ou de M. Macron. Ceux-là sont dans des situations où la question de la démocratie est représentative, la question de l'irruption citoyenne se pose, et finalement cette question démocratique est complètement évacuée du devant de la scène. Donc c'est encore une fois une entreprise qui vise à donner à voir et à donner à manger aux téléspectateurs, mais sans chercher à régler les problèmes de fond qui structurent l'espace politique mondial. Alors en tout cas, on l'a évoqué tout à l'heure. Claude Blanchet, vous vouliez parler, je vous en prie. Au risque de vous surprendre, oui. Je partage une grande partie des opinions de mon voisin, sauf peut-être sa conclusion, mais je dirais autrement, de façon très, très brève. Je pense que le temps des anathèmes idéologiques est terminé. On en est maintenant à l'époque des négociations concrètes entre les partenaires du jeu économique tels qu'ils sont, et non pas tels qu'on aimerait, tels qu'on rêverait qu'ils soient. Et que, on l'a bien vu dans ces 3 jours à Biarritz, on a discuté de sujets concrets, de façon concrète, avec les partenaires tels qu'ils sont. Et justement, on voit une rare unité des pays du G7 depuis lundi. Donald Trump semble être plus conciliant. Comment expliquer un tel adoucissement? Vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement. Comment vous expliquez un tel adoucissement de Donald Trump face à et cette unité qu'il y a au sein du G7? Il l'a fait parce qu'il est pragmatique et que c'est son intérêt. On a tort de décrire Monsieur Trump comme quelqu'un de fantasque et de peu fiable. Simplement, il ne répond pas au même logiciel que la plupart des diplomates occidentaux ou des diplomates classiques. Et son logiciel, c'est en effet de défendre l'intérêt des États-Unis. Quand l'intérêt des États-Unis passe, à son avis, par la participation à un G7 qui dure 3 jours, avec des périodes qui sont très ennuyeuses pour lui, eh bien il le fait. Il le fait parce qu'il pense que c'est l'intérêt des États-Unis, et il l'a montré, je crois, sur beaucoup de sujets pendant ces 3 journées. Le président français Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir devant les Français pour faire un bilan du G7. À quoi peut-on s'attendre pour cette allocution? Le président Macron est dans une stratégie pour se redonner une assise internationale qui vise à contrebalancer aujourd'hui tous les dérèglements et toute la dérégulation qu'il introduit dans le système économique et social français. Donc il va essayer de se rabattre sur l'international pour faire oublier, par exemple, toute la casse de l'assurance chômage qui a été introduite durant l'été, pour faire oublier les attaques portées contre l'éducation nationale et les hôpitaux avec les urgences qu'on a connues pendant les mois de juillet et d'août. Et pour faire oublier, bien évidemment, la réforme des retraites à venir, où de fait, concrètement, il va reculer l'âge de départ, sinon légal, mais du moins effectif, à la retraite de la plupart de nos concitoyens. Donc il y a là une manipulation politique assez traditionnelle d'une certaine façon, où quand le président de la République voit qu'il peut être en difficulté sur la scène intérieure, essaie de redorer son blason par avance sur la scène internationale. Voilà, je crois qu'il ne faut pas se laisser prendre par cette façon de faire, et regarder très concrètement quelles sont les avancées qui auront été produites sur la scène internationale. Je le disais il y a un instant, il y a des sujets de géopolitique qui pourraient toucher le quotidien des Français sur les questions économiques et sur les questions démocratiques. Ces sujets-là ne sont pas abordés à l'occasion de ce G7, et finalement le rendu pour les Françaises et les Français de ce sommet à Biarritz sera assez limité. De votre côté, Claude Blanchemaison, à quoi peut-on s'attendre ce soir dans l'allocution d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous rejoignez François Coq sur ses propos? Je lui laisse la responsabilité de ses propos. Je pense qu'en effet, il parlera surtout international, puisqu'il revient du G7, et que les retraites et les sujets très importants qui sont en cours sur le plan interne, ce sera pour une autre conférence de presse ou une autre adresse à la nation. Ce soir, il parlera de la France dans le monde, en effet, du rôle qu'elle joue, du crédit qu'on lui accorde, parce qu'après tout, tous les participants au G7
plus les 5 Africains qui sont venus, qui sont entrés dans le jeu hier à midi, plus les 5 autres pays très importants qui sont arrivés hier soir, dont le Premier ministre de l'Inde, entre autres, sont venus à cette discussion élargie du G7 parce qu'ils pensaient que c'était important pour eux, parce qu'ils pensaient que c'était important pour leur place dans le monde. Évidemment, cette présidence du G7 n'a qu'un temps, puisqu'elle est tournante. L'année prochaine, le prochain G7 aura lieu à Miami, présidé par M. Trump. Je pense qu'il aura beaucoup appris de ce qui s'est passé à Biarritz aujourd'hui. Mais bien sûr, on s'attend à des surprises pour l'année prochaine, parce que ce sera un autre G7 dans un autre contexte. Peut-être invitera-t-il M. Poutine. Alors justement, voilà, on évoque la Russie je pense en tout cas qu'elle a été au sommet, au menu des discussions, était la grande absente de ce sommet, la Russie, et c'était pas un peu un lot de consolation d'inviter Vladimir Poutine une semaine avant au fort de Brégançon? Oh non, je crois que tout le monde a été relativement surpris de cette invitation à Brégançon à une semaine du sommet, à moins d'une semaine, à 4 jours du sommet de Biarritz, ce qui permettait au président technique, donc pour cette année du G7, de dire voilà ce que le président Poutine m'a dit, voilà ce que je lui ai dit, voilà ce qu'on peut attendre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et il semble que, en effet, le président Trump ait redit ce qu'il avait déjà dit à Charlevoix, au Canada, au précédent G7, qu'à son avis, la Russie avait sa place au sein du G7, donc qui reviendrait à un G8. Après tout, ça n'est pas fait pour discuter uniquement des sujets sur lesquels on est d'accord, on l'a bien vu hier et avant-hier, c'est fait pour discuter des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord aussi. Donc je pense que un grand pas a été fait par la Russie cette semaine en termes d'acceptabilité de la Russie participant normalement au G8. Simplement, bien entendu, d'ici là, il va se passer un certain nombre de choses. Tout le monde s'attend à ce que M. Zelensky et M. Poutine fassent des progrès sur le cessez-le-feu en Ukraine, sur l'échange des prisonniers, sur le statut du Donbass, sur des élections au Donbass, sur la restitution de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, précisément, entre le Donbass et l'Ukraine, et que tout cela devrait faire l'objet, dans les prochaines semaines, d'un sommet, d'un autre sommet, une autre configuration en formation Normandie. Donc en formation Normandie, ça veut dire M. Macron, Mme Merkel, M. Poutine et M. Zelensky, plus, bien entendu, l'Organisation de sécurité et de coopération européenne, qui joue un rôle important pour l'observation du cessez-le-feu.